Le jour de mon mariage, mon fils et ma belle-fille ont humilié mon nouveau mari devant 400 invités. Ils ont dit qu'il n'était pas un beau-père. Ils l'ont traité de miséreux. Toute la famille de ma belle-fille a éclaté de rire pendant que je sentais le monde s'effondrer sous mes pieds. Je me suis levée, tremblante de fureur, et je les ai tous jetés dehors. C'est alors que mon mari m'a regardée avec un calme profond que je n'avais jamais vu auparavant et m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. « Ma chérie, je suis milliardaire. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée à ce moment. Car ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu imaginer. Tout a commencé 3 heures plus tôt. Moi, Eliane, ou Ellie comme mes amis m'appellent, à 61 ans, je me tenais dans la plus magnifique salle de réception que j'avais jamais vue. 400 invités occupaient chaque siège, recouvert de velours ivoire. Les tables scintillaient avec des nappes de soie crème et des centres de table imposants de fleurs blanches et dorées, qui semblaient sortis tout droit d'un magazine. J'avais engagé les meilleurs musiciens, le meilleur traiteur, le tout payé avec les économies de toute ma vie. Je voulais que ce jour soit parfait, parce qu'après 15 ans de veuvage, de solitude, de nuits passées à pleurer en silence, j'avais enfin retrouvé l'amour. Elias, ou Élie Moreau, se tenait à mes côtés devant l'autel, dans son costume gris modeste mais impeccable. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés, ses mains calleuses après des années de travail honnête. Il n'était pas riche, il ne conduisait pas une voiture de luxe et vivait dans un petit appartement d'un quartier simple. Mais quand il me regardait, je me sentais comme la femme la plus précieuse de l'univers. C'était la seule chose qui comptait. Puis j'ai entendu le premier rire fort, moqueur, venimeux. Il venait du 3e rang, exactement là où mon fils Damien était assis à côté de sa femme, Nadia. Damien avait 38 ans, portait un costume italien qui coûtait plus de 2800 € et une montre Rolex au poignet. Il m'avait toujours fait comprendre que l'argent était la chose la plus importante dans la vie. Nadia était pire. Cette femme de 35 ans dans sa robe rouge écarlate trop serrée, avec ses longs ongles noirs vernis et son attitude supérieure, avait rendu ma vie infernale depuis le jour où elle avait épousé mon fils. Elle venait d'une famille qui se considérait comme l'élite, bien que nous sachions tous que son père avait fait fortune grâce à des affaires douteuses. Regardez-moi ça. J'ai entendu Nadia chuchoter à sa mère assez fort pour que je l'entende. La vieille épouse un pauvre type. Sa mère, Brigitte Fontaine, une femme avec trop de colliers en faux or qui cliquetaient autour de son cou, a ri en couvrant sa bouche de sa main. Pauvre Élie, à son âge, elle ne peut rien attraper de mieux. J'ai senti mes joues brûler, mais j'ai gardé mon regard fixé sur le célébrant. Élie a doucement serré ma main, comme pour dire tout ira bien. Mais les choses ne faisaient que commencer. Le célébrant a poursuivi la cérémonie, parlant d'amour, de respect et de l'union sacrée du mariage. J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, sur le moment dont j'avais rêvé pendant des mois, mais les rires étouffés et les commentaires cruels continuaient à venir de la section de ma propre famille. « Tu as vu ces chaussures ?» a chuchoté un des cousins de Nadia. « On dirait qu'elles ont été achetées dans une friperie. »« Et ce costume ?» a ajouté un autre. « Mon jardinier s'habille mieux. » Toute la rangée de la famille Fontaine ricanait sous cape. Le moment des vœux est arrivé. Quand Élie a commencé à parler, sa voix était ferme et pleine d'émotions sincères. « Élie, depuis le jour où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Je n'ai pas de richesse matérielle à t'offrir, mais je te donne tout mon cœur, ma loyauté éternelle et ma promesse de te rendre heureuse chaque jour qu'il me reste. » Quelques personnes dans l'assistance ont soupiré, émues. J'avais des larmes aux yeux. Mais ensuite, j'ai entendu Damien laisser échapper un rire fort et sarcastique qui a résonné dans toute la salle. « C'est pathétique », a dit mon fils à voix haute, sans aucune honte. Il s'est levé avec son verre de champagne à la main, oscillant légèrement. Il avait bu avant la cérémonie. « Sérieusement, maman, c'est l'homme que tu as choisi, ce misérable vieillard. » La salle est tombée dans un silence absolu. Le célébrant a cessé de parler et m'a regardé avec inquiétude. Élie a serré ma main plus fort, mais son expression est restée tranquille, presque compatissante. « Damien, s'il te plaît, » j'ai essayé de dire, mais ma voix est sortie brisée, humiliée. « Non, maman. Quelqu'un doit dire la vérité ici. Tu as travaillé toute ta vie.
tu as sacrifié pour moi. Papa t'a laissé un bon héritage, et c'est ce que tu en fais. Épouser un moins que rien qui veut probablement juste ton argent. » Nadia s'est levée aussi, un sourire malveillant sur les lèvres. « Damien a raison, Élie. Ce n'est pas un beau-père, c'est un déchet que tu as ramassé dans la rue. » Toute sa famille a éclaté de rire. Sa mère, son père, ses oncles, ses cousins, tous riaient, pointèrent du doigt, sortèrent leur téléphone portable pour enregistrer le moment. Mais ensuite, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la fureur, une rage brûlante qui est montée de mes pieds jusqu'à ma tête. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai retiré ma main de celle d'Élie et j'ai marché droit vers mon fils. « Tu sais quoi, Damian ?» Ma voix sonnait différemment, plus forte, plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. « Tu as raison sur une chose, quelqu'un doit dire la vérité ici. » Le silence dans cette salle était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. 400 personnes me fixaient avec des yeux écarquillés. « La vérité ?» j'ai répété, sentant le poids de chaque mot quittant ma bouche, c'est que j'ai passé 35 ans de ma vie mariée à ton père. 35 ans où j'ai travaillé 12 heures par jour à nettoyer les maisons des autres pour que tu puisses aller dans les meilleures écoles. 35 ans où je me suis brisé le dos, abîmé les mains et sacrifié ma santé et ma jeunesse pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Damien a cligné des yeux et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de malaise dans son regard. Mais il l'a rapidement dissimulé en prenant une autre gorgée de son champagne. Ton père était un bonhomme, j'ai continué, sentant les larmes commencer à monter, mais refusant de les laisser couler. Mais quand il est mort il y a 15 ans, il m'a laissé seul, complètement seul. Tu sais combien de fois je suis venue chez toi en te demandant de passer du temps avec moi? Combien de fois je t'ai appelé en pleurant parce que la solitude me tuait? Maman, ne fais pas de scène, a dit Damien, mais sa voix semblait moins sûre maintenant. Une scène, j'ai ri, mais c'était un rire amer et douloureux. Une scène, c'est être seul chaque Noël, parce que tu étais trop occupé avec la famille de Nadia. Une scène, c'est passer mes 61, 60, 59 anniversaires complètement seul, parce que tu ne pouvais même pas prendre la peine d'envoyer un message. Certaines personnes dans l'assistance ont commencé à murmurer. Je pouvais voir des regards de désapprobation dirigés vers mon fils. Mais Nadia n'allait pas rester silencieuse. Oh, s'il vous plaît, elle a craché en s'avançant, ses talons claquant contre le sol de marbre. Toujours la victime, n'est-ce pas, Élie? Toujours à se plaindre, toujours à avoir besoin d'attention. Damien a sa propre vie. Il ne peut pas te surveiller comme si tu étais une enfant. Me surveiller, j'ai chuchoté, sentant quelque chose en moi commencer à se briser. Je n'ai pas demandé à être surveillée. J'ai juste demandé un peu d'amour, un peu de respect, un peu de l'affection que je lui ai donnée toute sa vie. Et maintenant, ma voix tremblait mais restait forte. Maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vivante à nouveau, quelqu'un qui me traite avec dignité et respect, vous venez ici pour détruire ça. Toi, mon propre fils, tu viens ici pour m'humilier devant tout le monde. Parce que cet homme est un chercheur d'or, a crié Damien en pointant Élie avec mépris. Regarde-le bien. Il s'habille comme un clochard. Il vit dans un appartement miteux. Il n'a probablement même pas de compte bancaire et je suis censé être heureux que ma mère épouse ça. La famille de Nadia a applaudi et crié en soutien. Exactement, a hurlé le père de Nadia, Laurent Fontaine, un homme lourd dont la moustache graisseuse semblait pendre au-dessus de son odeur de cigare bon marché. Ce misérable vieillard veut juste l'argent de votre mère. C'est évident. Depuis quand te soucies-tu de mes biens, Damien? Les mots ont quitté ma bouche comme du venin. Depuis quand te soucies-tu de quoi que ce soit d'autre que ton propre bénéfice? Ce n'est pas juste, il a protesté, son visage devenant rouge. Pas juste. Laisse-moi te dire ce qui n'est pas juste. Ce n'était pas juste quand j'avais besoin de 1 000 € pour une opération il y a 3 ans, tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Mais 2 semaines plus tard, tu as acheté cette Rolex que tu portes. Ce n'était pas juste quand je t'ai demandé d'emprunter 4 500 € pour réparer ma maison, tu m'as fait signer un document avec intérêt, comme si j'étais une étrangère. Les murmures dans l'assistance sont devenus plus forts. Certaines personnes hochèrent la tête, d'autres regardèrent Damien avec des yeux critiques. Viviane Rousseau, ma meilleure amie depuis 30 ans,
pleurait ouvertement. Mais Nadia n'en avait pas fini. « Tu sais ce qui se passe vraiment ici, Ellie ?» elle a dit en marchant vers moi. « Tu es désespérée. Tu es vieille. Tu es seule. Et tu as attrapé le premier homme qui t'a accordé de l'attention. C'est pathétique. C'est embarrassant. » Sa famille a rugi d'approbation. Tous riaient, tous se moquaient. Certains enregistraient avec leur téléphone, capturant chaque seconde de mon humiliation. J'ai senti quelque chose en moi finalement se briser. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la détermination. Je me suis tournée vers Ellie qui se tenait toujours près de l'autel, avec ce calme inexplicable. « Es-tu sûre de vouloir m'épouser ?» j'ai demandé à voix basse. « Parce que ma famille est un désastre, et ils ne méritent clairement pas d'être ici. » Ellie a souri. « Ellie, mon amour, je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Et tu as raison. Il y a des gens ici qui ne méritent pas d'être témoins de ce moment. » Je me suis retournée vers les 400 invités. « Damien ?» j'ai dit, et ma voix a résonné dans la salle avec une autorité que je n'avais jamais utilisée avec mon fils. « Toi, Nadia, et toute votre famille. Dehors. Sortez de mon mariage. Sortez de ma vie. » Quoi, il a bégayé. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Je veux que vous partiez maintenant. » Nadia a laissé échapper un rire hystérique. « Tu nous jettes dehors. Ta propre famille. » « Pas ma famille, » j'ai répondu froidement. « Toi et tes parasites, oui. Vous avez 5 minutes pour quitter cette salle où j'appelle la sécurité. » J'ai fait signe au responsable de la salle, un homme grand et professionnel qui avait tout observé depuis l'entrée. Il a hoché la tête et a commencé à marcher vers nous avec 2 agents de sécurité. « Nous n'avons pas besoin que tu nous expulses, » a dit Damien avec dédain. « Nous partons de notre propre volonté. Cet endroit pue de toute façon. Et toi, il a pointé son doigt vers moi. Tu me dégoûtes. J'espère que tu seras heureuse avec ta décision parce que tu n'auras plus jamais ta famille. » La vraie famille ne traite pas les gens comme ça, j'ai répondu. Un à un, toute la famille de Nadia a commencé à se lever de leur siège. Il y avait environ 20 personnes au total. Ils ont rassemblé leurs affaires avec des mouvements exagérés, faisant autant de bruit que possible. « Ce n'est pas fini », a crié le père de Nadia en marchant vers la sortie. « Tout le monde dans la ville saura quel genre de femme tu es. » Damien était le dernier à partir. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé une dernière fois et a dit au revoir, maman. J'espère que ta nouvelle vie avec ce perdant vaut la peine de perdre ton fils unique. Et il est parti. Je suis restée là au milieu de la salle, tremblante. Puis j'ai senti les bras d'Ellie m'envelopper. Je suis tellement désolée, mon chéri. J'ai chuchoté contre sa poitrine. J'ai tout gâché. Tu n'as rien gâché, il a dit doucement. Tu as fait ce qu'il fallait, la chose courageuse. Et je suis très fière de toi. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, enlacés au milieu du chaos qui restait. Les autres invités ont lentement commencé à applaudir. D'abord Viviane, puis d'autres amis, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Ce n'étaient pas des applaudissements de célébration. C'étaient des applaudissements de soutien, de solidarité. Ellie s'est doucement séparé de moi et a pris mes mains. Il m'a regardé dans les yeux avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Ellie, mon amour, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Quoi ?» j'ai demandé en essuyant mes larmes. Il a pris une profonde inspiration comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de momentané. « Je ne suis pas celui que tu penses que je suis. » Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Qu'est-ce que cela signifiait? Après tout ce qui venait de se passer, maintenant, il avait un secret aussi. « Ellie, qu'est-ce que tu dis ?» Ma voix tremblait. Il a souri, mais c'était un sourire étrange, triste et heureux à la fois. « Ma chérie, je suis milliardaire. » Je l'ai fixé comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Les mots étaient sortis de sa bouche. Ils avaient atteint mes oreilles, mais mon cerveau refusait de les traiter. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Je suis milliardaire. » Ellie a répété avec un calme absolu. « J'ai plus d'1,8 milliard d'euros de patrimoine, des propriétés dans une douzaine de pays, des entreprises, des investissements, tout. » J'ai senti mes jambes commencer à faillir.
Viviane s'est précipitée vers moi et a tenu mon bras. « Élie, respire. Respire, mon ami. » Mais je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Tout ce qui s'était passé dans la dernière heure, l'humiliation, la douleur, l'expulsion de mon propre fils, et maintenant ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. « C'est un choix conscient, » a dit Élie, et sa voix était si douce qu'elle me donnait envie de pleurer à nouveau. Après la mort de ma première femme il y a 8 ans, après avoir vu comment tout le monde autour de moi ne voulait que mon argent, j'ai décidé de vivre simplement. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. La salle était dans un silence complet. Tout le monde écoutait chaque mot avec une attention absolue. « C'est pour ça que tu portes ces vêtements », j'ai chuchoté en commençant à comprendre. « C'est pour ça que tu vis dans cet endroit. C'est pour ça que tu ne m'as jamais laissé payer quand nous sortions. » Exactement, il a hoché la tête. Et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Je t'ai trouvé toi, Élie, une femme authentique, au grand cœur, qui m'a traité avec respect et affection, même quand tu pensais que je n'avais rien à offrir sauf mon amour. Des larmes sont revenues dans mes yeux. Mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas des larmes de douleur ou d'humiliation. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Pourquoi ici, après tout ça? Élie a regardé vers la porte où Damien et Nadia étaient partis quelques minutes auparavant. Parce que je voulais que tu vois qui ils sont vraiment. Je voulais que tu vois leur vrai caractère quand ils pensaient que je n'étais rien. Et je voulais que tu prennes ta propre décision à leur sujet avant de connaître la vérité sur moi. Mon Dieu, j'ai chuchoté en couvrant mon visage de mes mains. Mon fils vient d'insulter et d'humilier un milliardaire. Ton fils vient d'insulter et d'humilier l'homme que tu aimes. Élie a doucement corrigé. L'argent ne devrait pas changer ça. Il avait raison. Il avait complètement raison. Mais mon esprit tournait encore, traitant cette information impossible. 1,8 milliard d'euros. Comment? D'où? Élie a souri, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de fierté dans ses yeux. J'ai commencé avec rien, exactement comme toi. J'ai travaillé dans la construction pendant 20 ans. J'ai économisé chaque centime. J'ai investi dans l'immobilier quand personne d'autre ne le ferait. J'ai acheté des propriétés que tout le monde disait sans valeur. J'ai construit un empire brique par brique. Mais quand ma femme, ma bien-aimée Laetitia, est morte d'un cancer, tout cet argent ne signifiait rien. Je ne pouvais pas la sauver. Je ne pouvais pas la faire rester avec moi un jour de plus. Sa voix s'est brisée à la fin, et j'ai vu la douleur sincère dans ses yeux. Après sa mort, il a continué. Tout le monde autour de moi a changé. Mes amis n'appelaient que quand ils avaient besoin d'argent. Les femmes qui me poursuivaient ne voyaient que des euros. Mes propres beaux-parents ont essayé de me poursuivre en justice pour l'héritage. J'ai réalisé que l'argent avait empoisonné toutes mes relations. Alors j'ai décidé de disparaître du radar. J'ai maintenu mes affaires, mais j'ai complètement changé mon style de vie. Te rencontrer, Élie a pris mes mains dans les siennes. C'était comme revenir à la vie. Tu m'as traité avec dignité. Tu m'as écouté quand je parlais. Tu as ri à mes mauvaises blagues. Tu m'as cuisiné tes repas faits maison. Tu m'as invité dans ta maison sans te soucier que mes vêtements soient un vieux ou ma voiture rouillée. Tu m'as aimé pour qui je suis. Je ne sais pas quoi dire. J'ai bégayé. Mon monde avait été complètement retourné en moins de 2 heures. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Élie a dit doucement. Les 4 500 € que ton fils Damien t'a prêtés avec intérêt, je les ai déjà remboursés sans que tu le saches. J'ai déposé le montant complet sur son compte il y a 3 mois. Quoi? Ma voix est sortie comme un cri. Je ne voulais pas que tu aies cette dette suspendue au-dessus de tes épaules, mais j'ai demandé à Marc de le faire anonymement. Je voulais voir si Damien te le mentionnerait, s'il te rendrait l'argent, ou s'il te dirait que la dette était réglée. Il ne t'a jamais rien dit, n'est-ce pas? J'ai secoué lentement la tête, sentant une nouvelle vague de trahison me frapper. Il n'a jamais dit un mot. En fait, il y a 2 semaines, il m'a appelé pour me demander quand j'allais le payer. Élie a soupiré tristement. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'avais besoin que tu vois son vrai caractère avant notre mariage. J'avais besoin que tu saches exactement à qui tu avais affaire. Alors tout prenait sens. Le test. Tout avait été un test, non pas pour moi,
mais pour révéler la vraie nature des gens autour de moi. Et ils avaient tous échoué de façon spectaculaire. Le célébrant, qui était resté silencieux pendant tout le drame, s'est approché de nous avec une expression de compassion sincère. « Souhaitez-vous continuer avec la cérémonie ?» il a demandé doucement. J'ai regardé Ellie. J'ai regardé la salle pleine de gens qui avaient été témoins de mon humiliation et de ma défense. J'ai regardé Viviane qui me souriait à travers ses larmes. Et j'ai su la réponse. « Oui », j'ai dit fermement. « Oui, nous voulons continuer. » Les minutes suivantes ont été un tourbillon d'émotions. Le célébrant a repris la cérémonie là où nous l'avions laissée. Cette fois, il n'y avait pas d'interruption, pas de rire cruel, pas de commentaires blessants. Il n'y avait que l'amour, le soutien et une énergie complètement différente dans l'atmosphère. Quand Ellie a placé l'alliance à mon doigt, j'ai senti que je commençais une vie complètement nouvelle. Et quand il nous a déclarés mari et femme, la salle a éclaté en applaudissements sincères et chaleureux. La réception a été magnifique. Sans la présence toxique de Damien, Nadia et leur famille, l'atmosphère s'est complètement transformée. Les gens ont dansé, ri et célébré avec une joie authentique. Mes amis s'approchaient constamment de moi pour me féliciter et me dire à quel point j'avais été courageuse. Je me suis réveillée le lendemain matin dans cet énorme lit enveloppé dans des draps qui semblaient des nuages. Pendant un moment, j'ai pensé que tout avait été un rêve. Le mariage, l'humiliation, la révélation d'Ellie. Mais ensuite j'ai tourné la tête et je l'ai vu dormir paisiblement à mes côtés. Et j'ai su que tout était réel. Une demi-heure plus tard, nous étions dans un hélicoptère privé. Un hélicoptère. Jamais de ma vie, je n'avais imaginé que je volerais dans un. Ellie manipulait les commandes avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. J'ai appris à voler il y a 20 ans. Il a expliqué quand il a vu mon visage surpris. C'est utile pour les affaires et ça me donne aussi de la liberté. Nous avons survolé la ville et Ellie a commencé à pointer différents bâtiments. Cet hôtel là-bas, le Grand Plaza, est à moi. Je l'ai construit il y a 15 ans. Il a 400 chambres et c'est l'un des plus prospères de la région. Il a pointé dans une autre direction. Ce centre commercial, la promenade du Soleil, est aussi à moi. Et ces 3 immeubles d'appartements là-bas et cette zone industrielle près de la Garonne. Avec chaque bâtiment qu'il pointait, mon incrédulité grandissait. Il n'était pas juste riche. Il possédait des parties significatives de la ville où j'avais vécu toute ma vie. J'avais nettoyé des sols dans certains de ces bâtiments sans jamais savoir qui était leur véritable propriétaire. Tu vois cet hôpital, il a pointé vers un bâtiment moderne avec une croix rouge sur le toit. Je l'ai donné il y a 5 ans. Ma femme Laetitia est morte d'un cancer et le système de santé publique n'avait pas les ressources nécessaires. Alors, j'ai construit un hôpital entier dédié au traitement oncologique gratuit pour les personnes à faible revenu. Cette information m'a frappé comme un coup. Gratuit. Complètement gratuit, il a confirmé. Personne ne devrait mourir parce qu'il ne peut pas payer son traitement. Laetitia avait accès aux meilleurs médecins du monde et pourtant nous n'avons pas pu la sauver. Mais au moins, je peux aider les autres qui n'ont même pas cette opportunité. Nous avons atterri sur le toit d'un immeuble impressionnant, le siège du groupe Moreau Développement. À l'intérieur, les bureaux étaient élégants, mais pas ostentatoires. Les employés travaillaient dans des espaces ouverts et lumineux. Tout le monde saluait Ellie avec un respect sincère, pas la peur servile que j'avais vue dans d'autres endroits où les patrons étaient redoutés. « Je veux te présenter quelqu'un », Ellie a dit en me guidant vers un grand bureau au dernier étage. À l'intérieur se trouvait Marc Durand, l'avocat qu'il avait mentionné au mariage. C'était un homme distingué d'une 50aine d'années, avec des cheveux argentés et une présence imposante. « Madame Moreau », il m'a salué avec une légère courbette. « C'est un honneur de vous rencontrer correctement. Ellie parle beaucoup de vous depuis les 6 derniers mois. » Marc a ouvert un dossier en cuir et a sorti plusieurs papiers. « Madame Moreau, votre mari a préparé quelques documents importants. Premièrement, il a ajouté votre nom à tous ses principaux comptes bancaires. Vous avez un accès complet à tous ses fonds. » Ma bouche s'est ouverte. « Quoi ? Non, je ne peux pas accepter ça. Nous nous sommes mariés hier seulement. »« Tu es ma femme, » Ellie a dit fermement.
Ce qui est à moi est à toi. C'est aussi simple que ça. De plus, Marc a continué. Il a transféré le titre de 3 propriétés à votre nom, une maison de plage, un appartement en ville et une retraite de montagne. Il a également établi un fonds d'investissement à votre nom d'une valeur initiale de 45 millions d'euros. Je me suis sentie étourdie. 45 millions d'euros pour moi. Une femme qui avait passé la majeure partie de sa vie à s'inquiéter de comment payer le loyer chaque mois. « Élie, c'est trop !» j'ai protesté. « Je ne peux pas. »« Oui, tu peux », il a interrompu doucement. « Et il y a plus. J'ai également établi des fonds fiduciaires pour tes petits-enfants. Lucas et Léa auront chacun 9 millions d'euros disponibles quand ils atteindront 25 ans, spécifiquement pour leur éducation, démarrer une entreprise ou ce qu'ils choisiront de faire de leur vie. » Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mes petits-enfants. Malgré tout ce que Damien avait fait, Élie pensait à l'avenir de mes petits-enfants. Pourquoi? C'était tout ce que je pouvais dire. Parce qu'ils sont innocents, Élie a répondu. Parce qu'ils ne sont pas responsables des actions de leurs parents et parce qu'ils sont de ton sang, Élie. Ils sont importants pour toi, donc ils sont importants pour moi. Il y a autre chose, Élie a dit. Marc a surveillé la situation. Apparemment, ton fils et Nadia ont de graves problèmes financiers. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années. Ils ont des dettes massives. Ton fils est au bord de la faillite. Il doit près d'1 800 000 € entre prêts bancaires, cartes de crédit et investissements ratés. Et certains de ses créanciers ne sont pas exactement patients ou légaux. Mon cœur s'est serré. Malgré tout ce que Damien m'avait fait, c'était toujours mon fils. La pensée qu'il soit en danger me terrifiait. Damien a essayé de te contacter 12 fois. Élie a continué. Appels, textos, courriels, tous via les canaux officiels de mon entreprise. Et qu'as-tu fait? Rien. J'ai ignoré chaque tentative, mais Marc a sauvegardé tous les messages. Veux-tu entendre ce qu'il a dit? Je n'étais pas sûre de vouloir savoir, mais j'ai hoché la tête. Élie a sorti son téléphone et a commencé à lire. Premier message. Monsieur Elias Moreau, je regrette sincèrement le malentendu au mariage. J'ignorais qui vous étiez. Veuillez me permettre de m'expliquer. Il a fait une pause et m'a regardé. Remarque comment il dit qu'il regrette le malentendu, pas ses actions, comme si le problème était simplement qu'il ne savait pas que j'étais riche. Deuxième message. Monsieur Moreau, c'est Damien, le fils d'Élie. J'ai besoin de vous parler de toute urgence d'une affaire commerciale. J'ai une proposition qui pourrait être mutuellement bénéfique. Élie a laissé échapper un rire amer. Il ne mentionne même pas sa mère. Il va directement demander des faveurs commerciales. Et le plus récent message envoyé ce matin. Elias, j'ai besoin de 450 000 € d'ici la fin de la semaine, où je vais avoir de graves problèmes. En tant que mari de ma mère, vous avez une obligation morale d'aider sa famille. Je promets de tout rembourser avec intérêt. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, traitant tout ce que je venais d'entendre. Mon fils n'avait pas appelé pour s'excuser auprès de moi. Il n'avait pas essayé de réparer notre relation. Il n'avait pas montré une once de repentir sincère. Il voulait seulement de l'argent. Il essayait seulement d'utiliser mon mariage pour résoudre ses propres problèmes financiers. Ne lui donne pas l'argent, j'ai dit finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Pas encore. Pas comme ça. Es-tu sûr? Élie a demandé. Non, j'ai admis, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Si nous le sauvons maintenant sans conséquences réelles pour ses actions, nous ne ferons qu'encourager son comportement. Il doit toucher le fond. Il doit comprendre qu'il ne peut pas traiter les gens comme ça et s'en tirer. 3 jours plus tard, j'étais debout devant un immeuble délabré dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. C'était une zone que je connaissais bien. J'avais vécu dans des endroits similaires pendant des années quand Damien était petit. L'odeur d'humidité et de déchets remplissait l'air. Les murs étaient couverts de graffitis et les escaliers grinçaient dangereusement sous mes pieds alors que je montais au 3e étage. Élie avait insisté pour m'accompagner, mais je lui avais demandé d'attendre dans la voiture avec les gardes du corps qui faisaient maintenant apparemment partie permanente de ma vie. C'était quelque chose que je devais faire seule. J'ai frappé à la porte de l'appartement numéro 32. J'ai entendu des pas traînants de l'autre côté, puis la porte s'est lentement ouverte. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur malgré tout. Damien avait l'air terrible. Il avait plusieurs jours de barbe et de profondes cernes noires sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés et tachés.
L'appartement derrière lui était minuscule et en désordre, avec des bouteilles d'alcool vides éparpillées partout. Ce n'était pas l'homme arrogant et bien habillé qui m'avait humilié à mon mariage. C'était un homme brisé. Maman. Sa voix est sortie comme un chuchotement brisé. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Maman, tu es venue. Je suis venue, j'ai dit en gardant mes distances dans l'embrasure de la porte. Je ne rentrais pas. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Je suis venue te dire quelques trucs, et ensuite je pars. Son visage est tombé. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'expliquer. Tout a été un cauchemar. Nadia m'a quittée. Elle a pris les enfants. J'ai tout perdu. Et qu'est-ce que tu attendais? Ma voix sonnait plus dure que je ne l'avais voulu, mais il y avait tellement de douleurs accumulées. Après m'avoir humiliée publiquement, après avoir traité mon mari de déchet, après avoir essayé de ruiner le jour le plus important de ma vie, tu pensais que tout resterait pareil. J'étais ivre, il a essayé de s'excuser. Je ne savais pas ce que je disais, si j'avais su qui était Élie. Et voilà, j'ai interrompu en sentant la rage monter dans ma poitrine. Voilà la vérité. Si tu avais su qu'Élie était milliardaire, tu m'aurais traité différemment. Si tu avais su qu'il avait de l'argent, tu l'aurais respecté. Mais parce que tu pensais qu'il était pauvre, qu'il ne valait rien, tu as senti que tu avais le droit de nous traiter comme des déchets. S'il te plaît, ses larmes coulaient librement maintenant. S'il te plaît, maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai fait une terrible erreur. J'étais jaloux. J'avais peur de te perdre et j'ai réagi de la pire façon possible. Jaloux, j'ai répété avec incrédulité. Tu m'as laissé seule pendant 15 ans et tu étais jaloux. Tu as ignoré mes appels, mes supplications de passer du temps ensemble. Tu m'as traité comme une banque personnelle et tu étais jaloux. Tu as raison. J'étais égoïste. Tu as complètement raison. J'étais un fils horrible, le pire fils que quelqu'un puisse avoir. Mais je paie pour ça maintenant. Je perds tout. J'ai déjà tout perdu, et la seule chose qu'il me reste, c'est toi, maman. Tu es la seule chose qu'il me reste dans ce monde. Tu m'as perdu aussi, j'ai dit, et les mots sont sortis avec une douleur profonde qui a percé ma poitrine. Tu m'as perdu le jour où tu as décidé que ta fierté et ton matérialisme étaient plus importants que ta mère. Alors pourquoi tous tes messages à Élie demandèrent de l'argent? Pourquoi pas un seul de ces messages n'était une excuse sincère pour moi? Pourquoi as-tu essayé de vendre notre histoire aux médias? Son visage est devenu pâle. Comment tu sais ça? Je sais tout, Damien. Je sais pour tes dettes. Je sais pour les usuriers. Je sais que Nadia t'a quitté. Je sais que tu as essayé d'utiliser mon mariage pour sortir de tes problèmes. Je sais tout. Je suis désespérée, maman. J'ai besoin de 450 000 € d'ici vendredi, où des gens très dangereux vont me faire du mal, des gens qui ne plaisantent pas. Et tu es venu me voir, j'ai dit avec un calme que je ne ressentais pas. Pas parce que tu m'aimes, pas parce que tu apprécies notre relation, mais parce que tu as besoin d'argent. Tu vas faire ce que tout adulte responsable ferait, j'ai répondu. Tu vas aller à la police, tu vas signaler les usuriers, tu vas demander protection. Et tu vas commencer à reconstruire ta vie depuis le début, de la bonne façon. Ensuite, je vais te donner quelque chose de mieux que de l'argent, j'ai dit en sortant une carte de visite de mon sac. C'était celle de Marc Durand. C'est l'avocat d'Élie. Il est l'un des meilleurs du pays. Appelle-le. Il gérera ta situation légale, te protégera des créanciers et t'aidera à déclarer faillite de manière ordonnée. Damien a pris la carte avec des mains tremblantes. Et après ça, quoi? Après que je sois en sécurité, tu reviendras dans ma vie. Ça dépend de toi, j'ai répondu. Ça dépend si tu changes vraiment, si tu apprends de ça, si tu peux devenir l'homme que je sais que tu peux être, l'homme que je t'ai élevé pour être. Je me suis retournée pour partir, mais Damien a appelé une dernière fois. « Maman, attends. Dis-moi juste une chose. Pourras-tu un jour me pardonner ?» Je me suis arrêtée dans le couloir et je l'ai regardé par-dessus mon épaule. « Je ne sais pas, Damien. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je peux te dire ça. Je veux pouvoir le faire. Je veux croire que mon fils est encore là-dessous, sous toute cette fierté et ce matérialisme. Alors, prouve-le-moi. Prouve que tu en vaux la peine. »
Un an plus tard, j'étais assise sur la terrasse de notre nouvelle maison, une magnifique villa surplombant l'océan qu'Ellie avait conçue spécifiquement selon mes goûts. La brise marine caressait mon visage pendant que je buvais mon café du matin et regardais les vagues se briser contre la plage privée. C'était une vie que je n'avais jamais imaginée pour moi-même. Et pourtant j'étais là, en train de la vivre. Mon téléphone a sonné. C'était Viviane, mon amie. Ellie, allume les informations. Chaîne 7, vite. Le cœur battant, j'ai allumé la télévision. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était Damien, mais pas l'homme brisé que j'avais vu 1 an auparavant. Il portait un costume simple mais digne, debout devant un groupe de jeunes dans ce qui ressemblait à un centre communautaire. Il y a 1 an, Damien disait à la caméra « J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, mon mariage, mon argent, mais le pire de tout, j'ai perdu ma dignité et j'ai failli perdre ma mère. Aujourd'hui, je suis ici pour raconter mon histoire à ces jeunes. Pas pour qu'ils me plaignent, mais pour qu'ils apprennent de mes erreurs. » Le journaliste lui posait des questions sur sa chute et sa récupération. Damien parlait ouvertement de ses dettes, de comment il avait vécu au-dessus de ses moyens, de comment il avait valorisé les choses matérielles plus que les gens qu'il aimait. Ma mère, il a dit, et sa voix s'est un peu brisée, elle m'a donné la leçon la plus dure, mais la plus importante de ma vie. Elle m'a laissé tomber. Elle m'a laissé faire face aux conséquences de mes actions, et au début, je la détestais pour ça. Mais maintenant, je comprends que c'était le plus grand acte d'amour qu'elle pouvait m'avoir jamais donné. Ellie est apparue derrière moi et a posé une main sur mon épaule. « Tu vas bien, ma chérie ?» « Je ne sais pas », j'ai chuchoté, incapable de détacher mes yeux de l'écran. Le reportage continuait, montrant comment Damien avait déclaré faillite avec l'aide de Marc, comment il avait trouvé du travail dans une entreprise de construction, commençant par le bas comme assistant. Il montrait son petit appartement, mais propre et ordonné. Il montrait comment il donnait maintenant des conférences dans les écoles et centres communautaires sur la littératie financière et les conséquences du matérialisme. Et sa relation avec sa mère, le journaliste a demandé. Damien a baissé les yeux. Nous y travaillons lentement. Elle m'a donné son numéro il y a 6 mois et nous parlons 1 fois par semaine. Ce sont des conversations difficiles. Il y a beaucoup de douleurs à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. C'était vrai. Après qu'il ait appelé Marc ce jour-là dans son appartement, les choses avaient progressivement commencé à changer. Marc avait géré sa situation légale brillamment, atteignant des accords avec les créanciers et protégeant Damien de toute violence. La faillite avait été humiliante pour lui, mais nécessaire. 5 mois après notre rencontre, Damien m'avait envoyé une lettre. Pas un texto, pas un courriel, mais une lettre manuscrite de 10 pages. Dans celle-ci, il détaillait tous ses remords, son arrogance, son matérialisme, comment il avait permis à Nadia d'empoisonner notre relation. Mais surtout, il s'excusait. Il ne demandait rien. Il ne mentionnait pas l'argent. Il s'excusait juste profondément et sincèrement. Cette lettre m'a fait pleurer pendant des heures. Ellie m'a tenue pendant que je traitais tous ces sentiments compliqués. Je lui ai donné mon numéro de téléphone 1 semaine plus tard. Notre première conversation a été maladroite, inconfortable, pleine de longs silences. Mais nous avons continué. Chaque semaine sans faute, nous parlions pendant 30 minutes. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre surprise. Marc m'a appelé pour m'informer que Damien avait remboursé l'argent qu'il devait, les 4 500 € qu'Ellie avait payés pour moi. Il a travaillé des heures supplémentaires pendant 5 mois pour rassembler l'argent, Marc a expliqué. Ce soir-là, j'ai envoyé à Damien un message texte pour la première fois. Juste 3 mots. « Je suis fier de toi ». Sa réponse est venue 20 minutes plus tard. Ça signifie plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent au monde. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un café neutre. C'était maladroit au début. Il y avait tellement à dire, et pourtant rien à dire. Mais lentement, nous avons commencé à parler. « Voudrais-tu revoir les enfants ?» j'ai demandé prudemment. Les yeux de Damien se sont illuminés. « Tu ferais vraiment ça. Ce sont mes petits-enfants. » j'ai dit simplement. Je n'ai jamais cessé de les aimer.
Les retrouvailles avec Lucas et Léa ont été l'une des expériences les plus émotionnelles de ma vie. Élie a été merveilleux avec eux. Il leur a appris à nager dans notre piscine, leur a raconté des histoires et leur a montré que la richesse ne vous rend pas meilleur que quiconque. Un jour, alors que nous regardions les enfants jouer sur la plage, Damien m'a dit « Merci de ne pas avoir abandonné moi, maman ». Les parents n'abandonnent jamais leurs enfants, j'ai répondu. Mais parfois, nous devons les laisser tomber pour qu'ils puissent apprendre à voler. Élie et moi avons établi une fondation en l'honneur de sa première femme, Laetitia. La fondation Laetitia aidait les femmes âgées qui avaient été abandonnées par leur famille. C'était mon idée, née de ma propre expérience. Ce soir-là, exactement 1 an après notre mariage, Élie et moi avons renouvelé nos vœux. Cette fois, c'était une petite cérémonie chez nous, seulement avec les gens qui comptaient vraiment. Damien était là avec Lucas et Léa. Quand le moment des vœux est arrivé, Élie a pris mes mains et a dit « Il y a 1 an, je t'ai promis un amour éternel sans que tu saches qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je te le promets à nouveau maintenant que tu sais tout. » Après la cérémonie, Damien s'est approché d'Élie. « Monsieur Moreau, je ne me suis jamais excusé correctement. Vous êtes un homme bon et ma mère a de la chance de vous avoir trouvé. » Élie a tendu la main. « Le passé est le passé, Damien. Ce qui compte, c'est l'homme que tu es aujourd'hui. » Ce soir-là, allongé dans les bras d'Élie, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Il y a 1 an, j'avais été humilié le jour le plus important de ma vie. Et maintenant, j'avais trouvé non seulement l'amour et la sécurité, mais aussi un but, la dignité et une paix que je n'avais jamais connue auparavant. « À quoi penses-tu » Élie a demandé. « Je pense que toute ma vie a changé pour toujours. » J'ai répondu. « Et que je ne changerai rien de ce qui s'est passé. Pourquoi pas ? Parce que ça m'a mené exactement là où je devais être. Ça m'a appris qui j'étais vraiment. Ça m'a donné la force de me défendre et ça m'a amené à toi. » Élie a embrassé mon front. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Élie. » « Non, » j'ai doucement corrigé. « Je suis une femme qui a appris à être forte quand elle n'avait pas d'autre choix et ça fait toute la différence. » Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.